Bienvenue sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du cinéma français puisqu'on va s'attarder sur la carrière de Louis de Funès. Louis de Funès, c'est le visage comique du cinéma français. Quand on parle de comédie, on ne peut pas s'empêcher de le citer. Avec une filmographie de pas moins de 150 films, Louis de Funès fait partie du paysage français. Pourtant, pour en arriver là où il en était, il aura fallu un certain temps. En effet, le petit Louis de Funès de Galarza, né le 31 juillet 1914, avait une sœur aînée Marie et un frère aîné Charles qui est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfant rêveur, de Funès ne cessera d'essayer de faire rire les autres de son enfance jusqu'à l'âge adulte, notamment en proposant des petits spectacles comiques pour distraire ses camarades pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'inscrit en 1942 au Cours Simon. Le Cours Simon, c'est l'un des plus anciens cours d'art dramatique de France. On trouve plein de noms célèbres qui sont sortis de ces cours, comme Michel Morgan, Jean Lefebvre, Daniel Gélin, Michel Serrault, Serge Reggiani ou encore Robert Hossein. Grâce au cours et à la persévérance de l'acteur, Louis de Funès finit par obtenir son premier rôle dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelly en 1946. Il n'apparaît alors que quelques secondes dans le rôle du portier. Et oui, avant, moi aussi je pensais que notre loulou national avait toujours été vieux, mais non, il a été jeune comme nous tous, puisque là, dans le film, il avait 32 ans. Un petit rôle, c'est bien, mais un grand rôle, ce serait vachement mieux. De Funès persiste dans le cinéma en montant les échelons petit à petit, ayant des rôles un peu plus conséquents dans les années 50. Pour obtenir ces rôles, on disait qu'il se baladait de long en large dans l'avenue des Champs-Élysées en espérant croiser quelqu'un du métier qui pourrait lui donner un rôle. Pour moi, le film qui marque le véritable début de la carrière de Louis de Funès, c'est La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, car c'est dans ce rôle où De Funès s'est réellement fait remarquer et qu'il aura par la suite enfin des premiers rôles. La Traversée de Paris, c'est un film adapté de la nouvelle de Marcel Aimé datant de 1946. Le film raconte la traversée de Paris par les deux personnages principaux qui bravent le couvre-feu pour livrer un cochon au marché noir pendant l'occupation allemande en 1942. Les deux acteurs principaux, Grand-Gilles et Martin, sont respectivement interprétés par deux grands noms du cinéma, à savoir Gabin et Bourvil. Alors on peut se demander que vient faire notre loulou national là-dedans. Il interprète le fameux Jambier qui confie le cochon à nos deux acolytes et dont l'adresse à Paris est connue par tous ceux qui ont vu le film à cause de cette fameuse scène. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Jambier! Jambier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Jambier, je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Polimo! Oui, oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi le descendre! Jambier! 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 T'êtes pas fou? On vous entend de partout! Non, c'est rien, ça s'arrange! La traversée de Paris, c'est le témoignage de l'époque de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, du point de vue français. En effet, on pourrait se demander pourquoi un marché noir se met en place sous l'occupation allemande. En fait, dans une période d'occupation, les troupes ennemies, donc ici les Allemands, ont besoin de ravitaillement et sont prioritaires puisque c'est eux qui occupent le pays. Les denrées qui restent alors pour les Français connaissent une forte hausse de prix, donc cela entraîne le marché noir parce que les trois quarts des gens n'ont pas de quoi se payer de la bonne nourriture. Et en plus, même le cochon, qui est considéré un peu comme le repas du pauvre, car on dit que tout est bon dans le cochon, devient un produit de luxe, comme on nous montre dans le film. Dans ce rôle de Jambier, De Funès nous fait une démonstration de son immense talent, dans une scène qui reste mémorable, et il fait face à Gabin, et ça c'est pas rien pour l'époque. On reconnaît déjà en lui le personnage râleur qui va devenir sa marque de fabrique. Alors là, on fait un saut dans le temps de 8 ans pour parler d'un des films français les plus cultes de tous les temps. Non mais franchement, qui ne connaît pas Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud sorti en 1964 ? Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler de tous les films de la franchise des Gendarmes.
même s'ils mériteraient tous d'en parler. Cela pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Enfin bref, Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est le commencement d'une franchise qui va s'étaler sur 18 ans pour 6 films tout de même. Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est l'histoire d'un gendarme de campagne au caractère bien trempé qui se retrouve muté à Saint-Tropez au moment des grandes vacances, là où bien évidemment il y a le plus de monde. Et bien sûr, ce gendarme qui est muté, c'est notre loulou national. Il arrive donc sur place avec sa fille, interprétée par Geneviève Grade, en tant que maréchal des logis-chefs du nom de Ludovic Cruchot, au sein de la gendarmerie de Saint-Tropez qui comprend Michel Galabru dans le rôle de l'adjudant Gerbert, ainsi que les gendarmes Fougas, interprété par Jean Lefebvre, Merlot, interprété par Christian Marin, Tricard, interprété par Guy Grosso, et Berlicot, interprété par Michel Modo. On se retrouve donc avec une fine équipe qui doit se charger de venir à bout d'un fléau qui touche les lieux, il s'agit des nudistes. C'est donc avec l'entraînement commando de notre cher Cruchot que la fine équipe pourra venir à bout de cela. Avec un enchaînement de gags, de phrases cultissimes, ainsi qu'une des musiques les plus populaires du cinéma, au final il faut quand même comprendre que Le Gendarme de Saint-Tropez c'est une critique de la gendarmerie nationale et de son inefficacité. En effet, c'est Cruchot qui sauve la mise face à un adjudant déconcerté par la situation. Pourtant, si le problème des nudistes est réglé par un plan intelligent de Cruchot, il ne faut pas nier les circonstances atténuantes pour l'histoire du tableau volé, car elle tombe dessus par un coup du hasard. Et c'est en faisant équipe cette fois seul avec sa fille Nicole qu'il résout l'affaire. On peut se demander si le réalisateur Jean Giraud s'attendait à un tel succès pour ce film, puisqu'à la fin du film, lors du traditionnel défilé de la gendarmerie, Cruchot est habillé en général, alors que pour la suite des films, il retrouve son titre de maréchal des logis-chefs. Enfin bref, Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est une franchise cultissime qui met enfin un jour le talent immense de Louis de Funès aux yeux du public français. J'ai envie de dire que c'est pas trop tôt quand même. Le prochain film dont je dois vous parler, c'est le début d'une trilogie à succès puisqu'il s'agit de Fantomas d'André Hunebelle, sorti aussi en 1964. Le film reprend les histoires de Fantomas, un criminel capable de se cacher sous n'importe quelle apparence afin de voler des biens précieux. Dans ce film, le contexte est posé dès le début puisque Fantomas est déjà connu de la police et des journalistes. Si on a plus tendance aujourd'hui à croire que Fantomas met en avant Louis de Funès, il devait en être tout autre. En effet, cela devait être initialement Jean Marais, la star du film, d'autant plus qu'il interprète plusieurs rôles, celui du journaliste Fandor, ainsi que Fantomas, et deux de ses déguisements. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour notre loulou national, il réussira à se mettre autant en avant que le grand de l'époque au travers du rôle du commissaire Juve. Avec ce rôle, il reflète bien la haine que le personnage ressent vis-à-vis de Fantomas. Juve, c'est la représentation du commissaire grognon et peureux, mais aux grandes ambitions qui se retrouve à devoir collaborer avec Fandor, qui est en contradiction avec son personnage, hormis l'ambition de découvrir qui est Fantomas. Fandor, c'est plutôt un homme aventureux qui n'a peur de rien. Il ne faut pas oublier Mylène de Mongeau dans le rôle d'Hélène Gurn, la petite amie de Fandor, qui aide Fandor et Juve dans la chasse aux Fantomas. Après, il faut rappeler que la collaboration des deux protagonistes principaux n'a lieu que bien plus tard dans le film, car Juve pense pendant un moment que Fandor est Fantomas. Il ne s'agit pas de la première adaptation de Fantomas au cinéma, mais elle reste dans les annales grâce à la montée en puissance de Louis de Funès dans le box-office français. Le film bénéficiera d'ailleurs de 2 suites où le personnage du commissaire Juve sera de plus en plus mis en avant. Cela se voit d'ailleurs sur les affiches du film où Louis de Funès tient une place tout aussi importante que celle de Jean Marais, voire plus. Alors là, pour le respect de mon format de vidéo, j'ai fait face à un choix cornélien car j'ai dû choisir entre 2 mastodontes du cinéma français, à savoir Le Cornio ou La Grande Vadrouille. J'ai finalement choisi La Grande Vadrouille car elle a été le plus grand succès du cinéma français pendant des décennies. Mais je peux quand même pas m'empêcher de mettre cet extrait du Cornio parce qu'on peut pas s'empêcher de se marrer à chaque fois, franchement.
ça, Claude! Garde-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bourvil, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. La Grande Vadrouille de Gérard Houry, sortie en 1966, est la deuxième collaboration en tête d'affiche pour Louis de Funès et Bourvil avec le réalisateur Gérard Houry. Parce qu'effectivement, Louis de Funès avait déjà joué avec Bourvil dans La Traversée de Paris 10 ans plus tôt, comme je l'ai dit, mais ils avaient aussi joué ensemble dans Poisson d'avril de Gilles Granger en 1954. La Grande Vadrouille, c'est l'histoire de deux personnages totalement opposés qui se retrouvent au cœur de la résistance contre leur gré pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils doivent aider les soldats britanniques à rejoindre la zone libre. Bourvil interprète Augustin Bouvet, un peintre en bâtiment au comportement très naïf, un peu bébête mais sympathique. Quant à Louis de Funès, il interprète Stanislas Lefort, un chef d'orchestre à l'Opéra de Paris, au comportement autoritaire et grognon. Et l'on retrouve encore une fois ce petit côté peureux qui fait partie des personnages de Louis de Funès, mais ce trait de caractère est partagé cette fois-ci avec Bourvil. Faire tourner deux grands comiques du cinéma ensemble, c'est bien, mais c'est compliqué, surtout que les deux acteurs n'ont pas les mêmes techniques de jeu. En effet, De Funès est un éternel stressé qui a besoin de plusieurs prises pour s'échauffer et faire la meilleure prise possible, tandis que Bourvil est très bon dès la première prise et apporte la gaieté sur le plateau. On peut dire alors que les deux acteurs sont complémentaires car malgré leurs différences, ils s'apprécient et s'aident mutuellement. De plus, les deux réfléchissent entre les prises à ajouter des gags pour rendre le film encore plus drôle. Ce qui est intéressant avec La Grande Vadrouille, c'est que l'on peut le considérer comme le premier film sur la Seconde Guerre mondiale qui traite le sujet de manière comique, tout en utilisant un contexte historique exact. En effet, jusqu'avant, on avait encore des films qui traitaient de manière sérieuse le sujet. À titre d'exemple, la même année, on peut citer La ligne de démarcation de Claude Chabrol. Je pense qu'on peut dire que si l'on n'avait pas eu ce film, on n'aurait certainement pas eu la trilogie de la 7e compagnie. Là, on arrive sur le film qui, je pense, comprend le plus de quiproquos de l'histoire du cinéma. Il s'agit d'Oscar, d'Édouard Molinaro, sorti en 1967, adapté de la pièce du même nom de Claude Magnier, qui avait été mise en scène en 1958. Louis de Funès interprète comme sur scène le personnage principal, Bertrand Barnier, un riche industriel qui découvre dans la même journée qu'il a été volé par Christian Martin, interprété par Claude Rich, et qu'il veut épouser sa fille, mais en réalité, il ne s'agit pas vraiment de sa fille, je vais pas vous en dire plus. Et il apprend aussi que sa fille, interprétée par Agathe Nathanson, est enceinte. La femme de Barnier est interprétée par Claude Jansac, comme dans la plupart des films avec Louis de Funès, on va pas se mentir. On est obligé de citer l'inoubliable Mario David dans le rôle du masseur de Bernier. C'est d'ailleurs le seul acteur qui a gardé ce rôle pour toutes les représentations, car en effet, le rôle de Barnier a été tenu en premier par un certain Pierre Mondy, et celui de Martin par un tout jeune Jean-Paul Belmondo qui n'avait pas encore été à bout de souffle à ce moment-là. Si le spectacle a rencontré autant de succès que le film, ce n'est pas un hasard. En effet, une fois encore, l'enchaînement de quiproquos, de situations improbables et de gags tient le spectateur en haleine pendant toute la durée de la pièce. On ne peut pas avoir de pitié pour Barnier dont la vie bascule en une journée, car encore une fois il s'agit d'un personnage antipathique que De Funès interprète. C'est aussi bien entendu l'improvisation de De Funès qui rend la pièce célèbre. Le prochain film dont on va parler est personnellement mon préféré avec Louis de Funès. Il s'agit d'Hibernatus d'Édouard Molinaro, sorti en 1969. Hibernatus est une adaptation de la pièce homonyme de Jean-Bernard Luc de 1967. Le film raconte l'histoire d'un homme de 25 ans retrouvé congelé dans la glace depuis 65 ans. L'hiberné, interprété par Bernard Allan, n'est autre que Paul Fournier, le grand-père de l'épouse d'Hubert de Tartas. Une fois l'hiberné identifié, Madame de Tartas veut récupérer son grand-père, qui a oublié sa vie d'avant son mariage. L'homme se croit donc au début du XXe siècle. Toute la famille doit alors s'adapter pour ne pas provoquer un choc qui pourrait être fatal à l'hiberné, sur les conseils du professeur Laurier-Bas, interprété par Michel Lonsdal.
On trouve des similitudes avec Oscar dans le personnage qu'interprète Louis de Funès, notamment le fait que cela soit encore un chef d'entreprise au caractère grognon. La nouveauté est que la faiblesse du personnage réside dans l'amour qu'il porte à sa femme, ce qui est en partie responsable de la mise en danger de la vie de Libernée en corrélation avec l'échec du mariage arrangé de leur fils, qui est d'ailleurs interprété par le propre fils de Louis de Funès puisqu'il s'agit d'Olivier de Funès. Outre le côté comique du film, le film selon moi dénonce les progrès de la science concernant l'hibernation qui pourrait être un mode de conservation du corps humain, en montrant qu'un personnage qui a vécu à une époque aura du mal à s'habituer à une autre, même si la fin du film pourrait démontrer le contraire. Qui ne s'est jamais écrié « Ah la vieille » en voyant Alice Sapritch à la télévision? Je pense que vous avez compris que le prochain film dont on va parler, c'est La folie des grandeurs de Gérard Houry, sorti en 1971. La folie des grandeurs, c'est l'histoire de Don Salluste, un riche ministre au service du roi d'Espagne qui est destitué de ses fonctions pour avoir fait un enfant non reconnu à une des dames de compagnie de la reine. Apprenant que son ancien valet Blaise, interprété par Yves Montand, est amoureux de la reine, il va échafauder un plan pour le faire rentrer dans la cour en le faisant passer pour un noble du nom de Don César. Don Salluste veut que la reine paye pour sa destitution en prouvant son infidélité avec Don César auprès du roi. Si aujourd'hui, le duo Montand-de Funès nous apparaît comme une évidence dans ce film, il en était tout autre lors de la naissance du projet. En effet, Gérard Houry voulait reformer le duo de Funès-Bourvil que le public affectionne tant. Malheureusement, Bourvil est gravement malade depuis plusieurs années et approche peu à peu de la fin. C'est l'idée de faire ce projet qui le maintient en vie. Lorsqu'il décède, on pourrait croire que le projet est fichu, mais Simone Signoret propose alors que son mari Yves Montand reprenne le rôle de Blaise. Le scénario est modifié car le personnage de Blaise aurait été beaucoup plus bébête s'il avait été interprété par Bourvil. Pour une fois donc, nous avons deux personnages suffisamment intelligents pour ne pas tomber dans le piège de l'autre, même si Blaise peut paraître faible de caractère de par l'amour qu'il porte à la reine. Le film est une critique historique de l'abus des personnages importants qui étaient autour du roi, et cela passe notamment par la critique des impôts clairement exagérés pour les pauvres. Finalement, ne peut-on pas voir un parallèle entre la situation de ce film et notre société actuelle? C'est à voir. Je voudrais aussi mentionner la superbe bande-son du film qui a été faite par Michel Polnareff. Enfin bref, si jamais tu n'as pas vu le film, je crois qu'il est clairement l'heure de se réveiller. On peut dire que Louis de Funès était un acteur fidèle, parce qu'on le retrouve une nouvelle fois dans un film de Gérard Houry. On va parler à présent des aventures de Rabbi Jacob sorti en 1973. Par quoi commencer? Des répliques cultes, un Louis au top de sa forme dans son jeu et une danse mythique. Rabbi Jacob, c'est vraiment un film culte de chez culte. Bon, déjà, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Victor Pivert, qui est sans doute le gars le plus raciste et le plus intolérant au monde. C'est à cause d'un accident de voiture entraînant lui-même et son chauffeur juif, interprété par Henri Guibé, que la vie de Pivert va basculer. C'est en se réfugiant dans une usine de chewing-gum que le personnage va se retrouver confronté à des malfrats qui essayent de liquider un réfugié politique, chef de l'opposition, du nom de Slimane. Les deux vont devoir faire équipe, car Slimane est aux abois et a besoin d'un homme pour lui faire passer la frontière. Pour cela, ils vont être obligés de se faire passer pour Rabbi Jacob, un rabbin attendu dans le quartier juif de Paris, avec son assistant, le rabbin ayant fait le déplacement depuis New York. Une nouveauté dans le personnage interprété par De Funès, c'est qu'il connaît une évolution dans son caractère, car on part d'un homme raciste et on arrive à un homme beaucoup plus tolérant face à la diversité des cultes, en ayant vécu dans la peau du rabbin pendant quelques heures. Le film prône donc la tolérance et est une vraie leçon de vie, selon moi, car on nous montre qu'il ne faut pas juger les autres sans avoir vécu dans leur peau, rien que pour une journée. Est-ce que toi aussi, quand tu manges du poulet le dimanche midi, on te propose l'aile ou la cuisse? C'est certainement parce que tes parents ou tes grands-parents ont été marqués par ce film. L'aile ou la cuisse est un film de Claude Zidi sorti en 1976.
Le film raconte l'histoire de Charles Duchemin, donc interprété par notre loulou forcément, directeur du plus grand guide gastronomique de France, qui veut passer le flambeau de son entreprise à son fils Gérard Duchemin, qui préfère les arts du cirque au monde de la gastronomie. Son fils est brillamment interprété par Coluche. En parallèle, le géant de la nourriture industrielle, Jacques Tricatel, interprété par Julien Guillaumard, veut racheter des restaurants primés par le guide quelques jours avant l'apparition de celui-ci pour ridiculiser le travail de Duchemin. Vous l'aurez compris, le film critique ce que la France devient peu à peu dans les années 70, une société de consommation où la nourriture industrielle commence à prendre le dessus. Bien sûr, pour dénoncer cette malbouffe, la nourriture que l'on peut voir dans l'usine est exagérée. On n'en est pas à l'époque au point de manger des salades en caoutchouc ou du poulet fait avec une sorte de pâte bizarre. Mais à l'époque, cette industrialisation fait peur, donc on tape fort pour réveiller les populations. Je pense que l'on peut dire que c'est toujours un film d'actualité d'ailleurs dans notre société, puisque l'industrialisation a pris le pas sur le reste malheureusement. On n'a plus qu'à espérer que cela ne vienne pas de l'usine Tricatel. Est-ce que vous avez remarqué dans ce film que Louis de Funès apparaît amaigri à l'écran mais aussi plus calme? En effet, l'acteur énergique et débordant de tant de colère au travers de ses personnages de d'habitude a survécu à 2 infarctus à force d'enchaîner les tournages mais aussi en continuant de jouer sur scène. L'acteur a donc suivi un régime strict pour éviter un nouvel infarctus et on lui conseille le repos. Sauf que notre loulou, il aimerait bien continuer à jouer la comédie parce qu'il a quand même bien galéré pour arriver jusque-là. Or, les réalisateurs ont peur de le prendre à cause de ça. Si jamais il lui arrive un pépin sur le tournage, niveau assurance, le réalisateur prendrait cher. Heureusement, il y a un petit jeune qui débarque dans la réalisation qui s'appelle Claude Zidi et qui veut Louis de Funès pour son nouveau film. Des mesures ont été prises sur le tournage pour éviter la récidive. C'est pour cela que Charles Duchemin nous apparaît être un personnage calme comparé aux autres personnages que Louis de Funès a pu incarner. Et d'ailleurs, à la base, ce n'était pas Coluche qui devait interpréter le fils Duchemin, mais un grand blond avec une chaussure noire. Oui, cela devait être Pierre Richard, mais il s'est désisté du projet un peu avant que celui-ci n'aboutisse réellement. Le prochain film dont je vais parler, je pense qu'il parle à énormément de monde. Qui n'a jamais vu La Soupe aux choux un soir sur France 3 avec ses grands-parents? Franchement, soyez honnêtes. C'est culte. Et en plus, ça mélange la comédie et la science-fiction. Ouais, on peut carrément parler de science-fiction. Et on rajoute une touche de mélancolie là-dessus avec une musique mythique. La Soupe aux choux de Jean Giraud est sortie en 1981 et est l'adaptation du roman du même nom de René Fallet. Le film raconte l'histoire de 2 campagnards, Claude Ratignier, dit le Glaude, interprété par Louis de Funès, et Francis Chéras, dit le Bombay, interprété par Jean Carmé. Tous 2 habitent le hameau de Gourdiflot, un bon vieux hameau avec des bonnes vieilles maisons bien rustiques. C'est vraiment le stéréotype des campagnards de l'époque, parce qu'en plus les 2 y picolent pas mal. Un soir, après le plus grand concours de paix de l'histoire du cinéma, à mon humble avis, le Glaude se retrouve confronté à un extraterrestre de la planète Oxo, interprété par Jacques Villeray, qui ne parle pas vraiment. Le Glaude finira par se lier d'amitié avec cet extraterrestre qui va le surnommer la denrée. L'extraterrestre reviendra souvent voir son ami pour emporter la fameuse soupe aux choux du Glaude sur sa planète. Le hameau des Gourdiflots est cependant dans le viseur du maire pour être transformé en lotissement et parc d'attractions, mais les 2 habitants du hameau ne sont pas prêts à partir. Le film est une nouvelle fois une critique de la société qui évolue vers une urbanisation de plus en plus présente sur les territoires français, et il montre aussi le décalage entre les générations et de l'évolution de la place de la femme dans la société, de par le retour de la Francine, qui est en totale contradiction avec son mari, et ne veut plus être la boniche qu'elle fut dans sa vie précédente. Ce film, je pense, est un mélange entre le comique et la nostalgie d'une société qui disparaissait au moment de la réalisation du film. C'est d'autant plus triste lorsqu'on sait que ce film est l'avant-dernier de Louis de Funès.
En effet, la succession des tournages affaiblit l'acteur qui subit de nouveau un infarctus qui lui sera cette fois-ci fatal, le 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans. Louis de Funès, c'était la définition du The Show Must Go On, car malgré les problèmes de santé qu'il avait, il a fait passer sa carrière avant. Peut-être aussi par orgueil, on peut le comprendre, lui qui avait tant trimé pour en arriver là où il en était. À l'aube du 40e anniversaire de sa disparition, qui a laissé tellement de Français inconsolables, lui continue de vivre à travers ses films et de nous réconforter pendant les périodes les plus dures de la vie. Nombre de ces films ont d'ailleurs été diffusés pendant le premier confinement pour remonter le moral des Français. Louis de Funès, c'est l'étoile comique du cinéma qui ne s'éteindra jamais. Il a bercé mon enfance et continue de rendre ma vie plus gaie. Merci Louis. C'est tout pour cette vidéo sur Louis de Funès. C'était assez difficile de résumer cet acteur en ces 10 films, mais j'espère avoir dégagé l'essentiel de ce qu'était cet homme. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas louper les prochaines. Et tu peux me dire en commentaire quel est ton film favori de la carrière de Louis de Funès.